Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite chaleureusement à la voir, celle-ci en étant la suite, sinon vous pouvez toujours la voir après. Parce que pour rappel, nous expliquions que le gaulois n'a pas beaucoup laissé de traces en français. Vraiment pas beaucoup. Et si on cherche à savoir pourquoi, cela revient à comprendre pourquoi finalement le gaulois a disparu en Gaule alors qu'il y était la langue majoritaire lors de la conquête romaine, et de loin. Et cette question, elle soulève plein d'autres que l'on va évoquer dans cet épisode, mais tout d'abord, un bref rappel. La Gaule chevelue est conquise par César en -52 et cela met fin à l'indépendance des Gaulois. Pour autant, et qu'on se comprenne bien, il existe encore à ce moment-là des territoires celtes qui sont encore indépendants. C'est le cas des peuples de Britannie, aujourd'hui la Grande-Bretagne, ou encore de Rétie et de Norique, bien que ces territoires seront conquis ultérieurement par Rome. Quant aux raisons même de cette conquête, je vous invite à suivre les prochaines minutes en compagnie d'un caméo d'exception. Mais comme nous l'avons déjà dit, il ne faut pas considérer les Gaulois comme un peuple uni sous une seule bannière. En réalité, les Gaulois, c'est une multitude de tribus plus ou moins grandes, et au gré des alliances, elles se tapent souvent dessus entre elles. En fait, c'est même presque à cause de ces rivalités que Jules César a pu envahir la Gaule. En -58, lorsque les Germains franchissent le Rhin et attaquent les Helvètes, une tribu gauloise située aux alentours de l'actuelle Suisse, ces derniers décident de fuir l'envahisseur en franchissant les Alpes. Le problème, c'est qu'ils se réfugient alors sur des terres d'autres tribus gauloises, comme celle des Éduins, et ils ne sont pas franchement ravis de voir une autre tribu gauloise débarquer chez eux. Ça tombe bien, hein, si les Éduins n'ont pas les moyens militaires de dégager les intrus, ils sont alliés aux Romains, comme bien d'autres tribus gauloises. Ils sollicitent alors leur aide, et c'est Jules César qui se porte volontaire pour arranger la situation. C'est après avoir reconduit les Helvètes à la frontière et repoussé les Germains que Jules s'enflamme et décide de conquérir les régions gauloises afin de renforcer son pouvoir et son influence. C'est d'ailleurs grâce à cette guerre des Gaules que Jules César pourra ensuite mener une guerre civile et prendre le pouvoir à Rome. Mais pourquoi les Gaulois n'ont-ils pas réussi à contrer l'armée de Jules César alors qu'ils n'étaient pas moins nombreux et moins compétents militairement ? Eh bien, principalement parce qu'ils n'étaient pas unis, justement. Et si l'initiative d'union autour de Vercingétorix, l'ancien compagnon de tente de Jules César, est concrétisée, elle n'arrive que trop tard pour peser positivement dans la balance. Oui, j'ai bien dit ancien compagnon de tente, car à cette époque-là, la plupart des jeunes Gaulois issus des élites sont envoyés à Rome pour parfaire leur éducation, étant autant initiés aux langues qu'à l'art militaire romain. Bref, les Gaulois ainsi fédérés se feront tout de même rouler dessus en -52, et progressivement la romanisation fera son œuvre. Les Gaulois continuent à faire usage de leur langue au quotidien jusqu'au IIIe siècle, et elle reste une langue vivante dans les milieux ruraux et reculés jusqu'au 5e ou au 6e siècle, comme dans le bocage normand ou dans les marais landais et poitevins. Cependant, dès la conquête, la langue d'administration et de pouvoir devient le latin, la langue de Rome. Cette langue ne s'impose pas forcément par la force, au contraire, cela passe aussi, et sinon surtout par l'école, où les jeunes Gaulois de l'aristocratie locale apprennent la langue du conquérant. Ainsi, ils peuvent trouver une place plus favorable sur le nouvel échiquier social. Il ne faut pas oublier non plus que certains Gaulois parlent latin avant la conquête. Bien sûr, il y a les Gaulois des territoires déjà occupés ou conquis, en Gaule cisalpine ou en Narbonnaise, mais il y a aussi ceux de la Gaule chevelue qui commercent avec Rome. De même, des Gaulois ont aussi servi de mercenaires pour les Grecs en Asie ou en Afrique, et ceux-ci connaissent donc déjà la culture gréco-romaine. Logiquement, donc, le latin se diffuse le long des voies de communication dès la fin de la guerre des Gaules. On peut distinguer en effet un axe en direction de Toulouse et Bordeaux d'un côté, le long des vallées de la Saône, de la Seine et du Rhône jusque vers la Moselle et le Rhin de l'autre. Une autre raison que l'on évoque rarement, c'est que le gaulois est une langue pas très éloignée du latin, à tel point qu'il existe un débat pour savoir si les langues celtiques et les langues italiques ne viennent pas d'un même rameau commun de l'indo-européen que l'on appelle alors italo-celtique. Cette proximité rend probablement possible un apprentissage plus rapide et plus aisé de la langue des conquérants. De plus, les soldats, les marchands et les colons de langue latine ne prennent pas la peine d'apprendre la langue locale, mais contribuent au contraire à la diffusion de la leur. Ainsi, les centres urbains se latinisent rapidement en devenant tout d'abord bilingues, avant que le gaulois passe finalement à la trappe, probablement jugé moins utile ou moins intéressant que la langue de Rome. D'autant plus que le latin est une langue qui s'écrit, et c'est un avantage certain pour sa diffusion face à la langue locale, liée à une tradition orale. Il se trouve que déjà avant la conquête, la civilisation romaine est attrayante pour beaucoup d'élites gauloises. Lorsque Rome annexe la Gaule, ce sont donc les premières à apprendre le latin, et ce par attrait de la citoyenneté romaine. Comme déjà évoqué, c'est aussi pour conserver leur position dominante au sein de la société. En éduquant leurs enfants en latin, ils permettent à leur famille d'obtenir des charges politiques ou des honneurs. D'ailleurs, beaucoup sont très attachés au bien parler. Les Gaulois essayent d'utiliser le moins de celtisme possible lorsqu'ils parlent latin pour éviter de trahir leur origine ethnique, leur origine géographique et donc finalement leur origine sociale. En gros, ils évitent de parler rustique, de peur de passer pour des cons, ils évitent les mots mal considérés et tentent de gommer leur accent.
Pour finir, par la suite, le latin deviendra aussi la langue liturgique. C'est la langue de l'Église en Occident, dont la parole est diffusée en Gaule par des missionnaires particulièrement zélés, comme le célèbre Saint Martin de Tours, ancien légionnaire romain issu d'une famille romaine d'Italie du Nord. Lors des grandes invasions germaniques, les langues celtiques continentales dont le gaulois fait partie ont presque disparu d'Europe. Aujourd'hui, il n'existe plus que les langues celtiques insulaires, originaires de Grande-Bretagne, qui comprend le gallois, l'irlandais ou encore le breton, et leur survie est souvent source d'inquiétude. Le breton, souvent confondu avec le gaulois dont on pense parfois qu'il provient, est originaire de l'est de la Britannie, une province devenue romaine au 1er siècle, et qui correspond à la Grande-Bretagne. Les Bretons en émigrent par vagues pour s'installer en Armorique ou en Galice au cours du 5e et du 6e siècle, à une époque où ces territoires sont souvent déjà bien romanisés, notamment dans le pays de Vannes. Le breton vantais, bien différent des autres variétés du breton, a souvent vu ses particularités expliquées par une influence gauloise. Cependant, cette hypothèse est majoritairement rejetée aujourd'hui. Les particularités du vantais sembleraient au contraire liées à une romanisation beaucoup plus poussée dans la région, et le vantais est d'ailleurs la variété du breton ayant le plus emprunté au latin.